10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Est-ce qu'on repartirait pas pour une très belle saison de Ligue des Champions? Les amis, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo récap du mercredi matin parce que cette J2 nuit 1 a été très agitée. Il y a beaucoup de matchs que j'aimerais couvrir avec vous aujourd'hui. Je vais axer ce récap sur 3 principalement. D'abord l'OM, qui en passe 4 à l'Ajax, qui rompt déjà avec les démons de son passé. Il n'y aura pas de 0 pointé, et au contraire, l'aventure continentale marseillaise, elle a très bien démarré. L'Atleti, qui en met 5 à l'Eintracht, 5-1, rip prono, et cet Atleti donc vient de marquer 10 buts en 2 matchs, dans 2 gros matchs. Est-ce qu'ils sont en train de passer une vitesse? On démarrera toutefois à Istanbul, parce que pour moi c'est le gros résultat de la nuit. Galatasaray fait tomber Liverpool. Liverpool tombe encore deuxième défaite en 4 matchs, cette fois sans même marquer le moindre but. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les Reds? On va discuter de tout ça. Ce soir ça va être pas mal aussi. Le PSG, nous sommes meilleurs, assure Pedri. Bien sûr, énorme choc en Catalogne. La cote du PSG qui a continué de grimper, qui est désormais à 4. J'espère qu'il n'y a pas eu encore un blessé. Est-ce que Vitinha va jouer? On a parlé un petit peu dans la preview lundi soir. Je serai aussi à 18h45 devant le match de l'Union contre Newcastle, les Bruxelles Boys. Allez, allez. Ça va être pas mal. Ça va être encore une très belle nuit. Bien sûr, les amis, si les codes que vous avez vus vous intéressent, avec le lien en description, vous savez, sur Winamax, la meilleure offre de bienvenue de France et en plus en ce moment, la garantie de but d'écart. Tout ça, c'est sur Wina. Mais démarrons donc par la lourde chute des Reds. Galatasaray, on disait au moment du tirage, franchement, bel effectif, gros mercato. Bon, Leroy Sané, il n'a même pas joué hier, mais Wilfried Singo, qui a été fait dans les derniers instants, c'était très très costaud. Ils sont bien sûr champions de Turquie en titre, avec une seule défaite la saison dernière, un champion autoritaire, mais même la saison d'avant, c'était seulement 2 défaites. Ils sont très bons depuis quelques saisons maintenant. Ils ont pris la 5e étoile, ils ont fait le doublé coupe championnat la saison dernière, et ils ont démarré 25-26 avec 7 matchs, 7 victoires, 0 nul, 0 défaite, 2 petits buts encaissés. Malgré ça, bon, normal, je voyais quand même Liverpool au-dessus. Et ce Liverpool a démarré avec un 11 nettement remanié. Salah sur le banc, Frimpong donc à sa place, Szoboszlai qui retrouve ce poste de défenseur droit, très intéressant de voir que Frimpong a été pris et pourtant dans un match qui démarre, c'est quand même Szoboszlai qui est reculé. Il a donné des prestations intéressantes dans cette position, là c'était un peu moins le cas. Curtis Jones aux côtés de Ryan Gravenberch, ça c'était un très gros problème, ce double pivot. Miloš Kerkez aussi titulaire à gauche. Pas mal de mouvements dans ce 11 et direct Galatasaray au-dessus franchement dans ce match. Direct menaçant. La bataille du milieu, Jones, Gravenberch, ils ont vraiment souffert face à Lucas Torreira, à Gundogan et à Mario Lemina. L'intervalle Szoboszlai Konaté régulièrement percé aussi par les courses profondes de Barış Alper Yılmaz, qui est une petite torpille supersonique, vraie menace dans le dos. C'est d'ailleurs là-dessus que la première occasion du match est créée à la 2e minute. Il faut une belle sortie d'Alisson, mais c'est aussi là-dessus que le seul but du match est généré. Gundogan, ballon dans le dos, il part avec du retard sur Konaté, il va pourtant récupérer ce ballon, c'est pas là-dessus exactement que vient le but, c'est ici, mais sur une situation similaire, encore une fois, Barış Alper Yılmaz lancé dans le grand espace, face à Szoboszlai, passe un dribble, obtient une faute. Le contact était potentiellement léger, peut-être ça siffle moins en première ligue. Là, ça siffle, le bras de Szoboszlai peut-être a rien à faire là. Penalty converti par Victor Osimhen et Galatasaray prend les dessus dans ce match. Ils ont souffert donc dans cet intervalle Konaté-Szoboszlai. Ils ont beaucoup souffert au milieu de terrain aussi. Franchement, la bataille du milieu, totalement remportée par Galatasaray. La pression que mettaient les Lemina sur Gravenberch sur les sorties. Osimhen aussi très actif pour gêner les sorties, mais tout le monde à Galatasaray a fait un super taf là-dessus. Gravenberch, joueur que j'adore, joueur que j'ai encensé tellement de fois la saison dernière, a fait peut-être le pire match que je l'ai vu faire avec Liverpool depuis l'arrivée d'Arne Slot. Des ballons perdus comme ici, contrôle long, et c'est méga dangereux pour Galatasaray sur la récup haute. Ici, cherché par Alisson, pareil, Lucas Torreira le mange dans les 30 mètres, méga dangereux, et ça va donner un coup franc généré par Victor Osimhen à 20 mètres.
Curtis Jones, Gravenberch, ça n'a pas du tout marché. Et quand Victor Osimhen est sorti sur Jones ici, quelle perte de balle dangereuse. Osimhen a régulièrement été, bon là c'est Lemina, mais quand Konaté fait la passe négative, c'est Osimhen qui bondit. Et très très régulièrement, son activité sans ballon, au-delà de son penalty marqué, il a eu pas mal d'occasions qu'il n'a pas réussi à convertir parce qu'il a été un petit démon sans ballon. Franchement, gros match de Victor Osimhen, malgré les occasions ratées. Alisson se blesse là-dessus d'ailleurs, parce qu'il doit courir vers son but à cause de cette passe ratée. Il est sorti remplacé par Mamardashvili, mauvaise nouvelle pour les Reds aussi. Wirtz a été encore une fois en délicatesse, en décrochage ici, peut-être on le voit un peu trop en décrochage en ce moment, Florian Wirtz. Et ouais, pris par Torreira, qui a bien bondi, qui a été très très fort sans ballon aussi. Là, muselé. Là, en fin de match, agressé encore une fois. Le pressing de Galatasaray a pas ralenti. Et ce que j'ai trouvé très fort, c'est que jusqu'au bout, Liverpool a eu beaucoup de mal à générer de grosses occasions. Même avec le score effect, même avec la tendance naturelle à reculer quand tu es en train de tenir un match contre Liverpool, franchement, à Galatasaray, ils ont continué de mettre les efforts. Et cette production de Liverpool, Wirtz bas comme ça, je suis assez inquiet pour Florian Wirtz en ce moment, très très en difficulté. C'est pas le seul. Ekitike a pas fait un bon match juste avant le penalty. Il en rate une énorme ici, dans les airs, sur ce centre de Gakpo, qui pour le coup, Gakpo a été assez remuant. Franchement, lui était assez en jambes. Cette tête d'Ekitike au-dessus, dans le domaine aérien, pas ouf. Et Frimpong, là, sur une accélération, franchement, Frimpong aussi, il a généré 2-3 trucs. Sa capacité là à ralentir et attendre le tout dernier moment avant de lâcher son centre, magnifique. Mais la talonnade d'Ekitike, pas top. Il est sorti blessé, on va voir. Isak est entré, il n'a rien fait de spécial non plus. Il n'y a pas trop de raisons de pointer des individus précisément à Liverpool. C'est tout un collectif qui a sombré, notamment au milieu. Galatasaray a fait un top match aussi, faut leur donner crédit. Incroyable de voir ça après qu'ils aient perdu 5-1 contre Francfort l'autre jour. C'était dur à anticiper. Arne Slot a parlé de la nécessité de faire des rotations avec l'absence de pré-saison. Peut-être c'est aussi ça les conséquences d'un mercato très lourd, colossal, quasiment 500 millions. Beaucoup de joueurs qui sont arrivés et qui sont encore installés dans ce collectif et qui n'ont pas pu faire la pré-saison en entier. Mais je suis quand même un peu inquiété par des tendances fondamentales. On en avait parlé déjà il y a un mois et demi sur la pré-saison de Liverpool. C'était pas hyper emballant, on voyait une équipe vraiment déséquilibrée. Et même toutes ces victoires-là dans le slot time, quand Liverpool était à 5 sur 5 avant de perdre contre Crystal Palace le week-end dernier, bon, on n'avait pas vu de match entièrement convaincant. C'est des victoires qui sont bonnes pour le moral, mais elles traduisaient un manque de contrôle. Le milieu est un petit peu bancal, Konaté fait pas un bon début de saison. Wirtz, je dois dire, ouais, un peu inquiet. Pas trop quand même, parce qu'on connaît sa qualité, mais en ce moment, il est en train de jouer au pire niveau auquel je ne l'ai jamais vu, et je le vois même rater des choses techniquement, des passes mal dosées par exemple, ça lui ressemble pas du tout. Donc je ne sais pas s'il y a un contre-coup physique, je ne sais pas si c'est mental, on ne perd pas ses qualités techniques comme ça du jour au lendemain. Peut-être qu'il ne doit pas redescendre aussi bas, peut-être que le fait qu'il soit contraint de redescendre aussi bas, parce que le build-up est pas bon, ça le met en difficulté aussi. Il est vraiment meilleur entre les lignes quand il peut combiner les derniers tiers. Mais attention pour Liverpool, parce que quand tu es en Première Ligue, tu n'as absolument aucun répit. C'est la vie d'un gros club anglais. Chelsea au Bridge, samedi, direct. Le derby d'Angleterre, l'Eintracht en déplacement, ça va pas être facile. Brentford à Brentford, pas facile non plus. Et les vilains de Crystal Palace en League Cup. Ils rejouent Crystal Palace 3e fois en 2 mois. Leur bête noire. Aston Villa et le Real Madrid et City à l'Etihad. Ouais, ça, c'est les 2 prochains mois de Liverpool. Non, mais c'est même pas, c'est les 5 prochaines semaines de Liverpool. Donc attention aux Reds, vraie épreuve de feu en face. Pour l'OM, parlons de l'OM qui sourit à la vie, qui a fait le match parfait, qui prend 3 points dès la 2e journée. Les démons du passé sont écartés et plus que ça encore. C'est 10 jours de rêve qui viennent de vivre. Victoire dans le classique, victoire à Strasbourg dans le Money Time. Et là, tu démarres très bien ton aventure continentale. Même le match contre le Real Madrid, il y avait des motifs d'espoir
à en tirer, pas que. L'entame, elle était quand même assez catastrophique. Mais dans l'ensemble, tu peux repartir peut-être de Madrid avec le point du match nul. Avant ça, ils battent Lorient 4-0. Dans un vélodrome volcanique, ils ont livré un véritable récital. Face à un Ajax qui a été totalement déstructuré par un 3-2-5 bien, 2-0 bien. Sur la phase de relance, j'ai vu de très très belles choses. Aguerre comme ça qui combine avec Aubameyang en une touche la déviation pour lancer Greenwood dans le dos. C'est comme ça qu'il marque le 1-0. C'est une magnifique action collective. Et je vois aussi, 16e minute de jeu, pareil, un 3-2-5 bien écarté, du jeu en troisième homme. Et quand j'ai vu Pavard sur le direct envoyer 7 passes obliques, je fais, c'est pour qui ? C'est encore pour Aubameyang en décrochage. Et Marseille a très très bien réussi à sortir de cette pression de l'Ajax qui n'a pas fait un bon match, mais qui était haut et qui cherchait à contrecarrer les plans marseillais. Sur la sortie, ils s'en sont très bien sortis. J'ai vu justement, en parlant des sorties, des splendides sorties, des projections rapides, Greenwood, Aubame, Vermeeren. Quand tu laisses 6 joueurs dans ton dos comme ça, et c'est comme ça qu'ils marquent le 4-0, ils ont été létals là-dessus, mais ça, cette force de projection, la qualité qu'ils avaient à la combinaison initialement, et en plus ils ont provoqué l'erreur avec un bloc haut, bien agressif. Vermeeren, c'est comme ça que ce ballon, après la passe de Klaassen, elle est catastrophique, mais c'est comme ça qu'il génère le 2-0, c'est comme ça qu'il génère le 3-0 avec O'Reilly qui est une véritable peste. Vermeeren, O'Reilly, c'est pas mal du tout. Ils ont fait un top match, dans ce registre sans ballon aussi, vraiment... La conf, elle était intéressante de De Zerbi, l'interview d'après-match, quand il parle des absences de Weghorst, Dolberg, un peu surprise, qui doit réadapter son plan de jeu le matin du match en réfléchissant au positionnement d'Oscar Gluck. Bon, ils s'en sont très très bien sortis, et c'est intéressant aussi parce que De Zerbi, il joue vraiment gros en Europe cette saison. Finalement, en Champions, il y avait une seule campagne pour lui, c'était en 21-22 avec le Shakhtar, aucune victoire. Donc là, littéralement, contre l'Ajax, c'est la première victoire en Ligue des Champions de la carrière de De Zerbi. Il n'avait pas joué avec Brighton. Il joue gros. Il est en train de prouver qu'il est en entraîneur Ligue des Champions, peut-être. À voir sur les prochains matchs. Les prochains matchs, ils sont bien sûr assez costauds pour l'OM. Sporting, Atalanta, Newcastle, Union, Liverpool. Bruges aussi à la fin. Mais pour conclure 2025, déjà, Sporting, Atalanta, Newcastle, Union, c'est 4 matchs. Il n'y en aura aucun qui sera donné. 4 matchs où le rapport de force, je trouve, assez équilibré. Et je suis très curieux de voir ce que l'OM sort de ces rencontres. Mais franchement, avec ce 11, O'Reilly, Vermeeren, comme j'ai dit, je trouve ça génial. Pajao, Greenwood, Aubameyang, comme triplette aussi, on l'a vu, c'est pas mal non plus. Et en sortie de banc, ils ont des options aussi. Timothy Weah, Højbjerg, Murillo, que j'aime bien. Donc ouais, grosse perf de Marseille. Le 4-0, il est mérité. L'Ajax a été catastrophique aussi. Mais ouais, très très belle manière de poursuivre ton aventure européenne. Et déjà, comme j'ai dit, les démons du passé écartés. Enfin, l'Atlético est-il arrivé ? C'était un méga match qui m'intéressait énormément. L'Atlético qui sort d'un 5-2 contre le Real Madrid, est-ce qu'il pouvait confirmer face à un Eintracht qui venait de battre Galatasaray 5-1 et un Eintracht dont tous les matchs sont à regarder en ce début de saison, même quand ils perdent. Bon, ce week-end, c'était 6-4 à Gladbach en ayant mené 6-0, 10 buts dans ce match. Le week-end d'avant, ils perdent contre l'Union à la maison 3-4. Galatasaray 5-1 comme on a dit, Leverkusen 3-1, Eintracht Hoffenheim 1-3, Eintracht Werder 4-1, en Coupe d'Allemagne 5-0. J'ai fait la moyenne depuis le début de saison, dans un match de Francfort, il y a en moyenne 5,8 buts. Et bien là on y est encore, ça fait légèrement grimper le total. 6 buts dans ce match contre l'Atleti, un Atleti qui avait fait beaucoup de changements par rapport aux 11 contre le Real, et ça montre la profondeur de leur effectif. Ils ont un très très bel effectif. Conor Gallagher a pris la place de Koke, Raspadori a pris la place de Nico Gonzalez, c'était Ruggeri à la place de Hansko et Grisou qui a pris le poste de Sorloth. Ils ont un bel effectif, ils ont aussi une constante, c'est la liaison Llorente-Simeone. Alors eux, ils jouent tout le temps et Simeone a encore fait un gros match sur son côté. Ce débordement, le centre, c'est ça qui donne l'ouverture du score de Raspadori et Grisou s'y trompe pas. C'est Simeone qui a tout fait. Dans le build-up avec Alvarez aussi, dans cette action, la combinaison magnifique, Grisou, Alvarez, tellement tranchant. Cet Atlético Madrid, ici c'est Barrios, l'incursion intérieure, et ouais, du jeu à 3, le petit ballon par-dessus de Grisou. Ils ont beaucoup de qualité,
Et en plus, ils ont les coups de pied arrêtés. On l'a vu contre le Real, il les joue assez finement aussi. Alvarez, là, premier poteau pour Griezmann, oublié, c'est sa petite déviation très intelligente qui permet à l'Atleti de doubler la mise via le Normand. Et Alvarez, c'est un tueur. Il a fait tellement des ravages sur son côté face à Robin Koch. Il l'a éclaté. Ici, centre en retrait pour Grisou, le 3-0. Doublé de passes décisives pour Alvarez, mais aussi 5 passes clés. Et juste, en ce moment, niveau but, il s'assoit à la table de Kane, Haaland, Mbappé. Et je pense que là, on a vraiment le Big Four du début de saison. Et peut-être les 4 meilleurs attaquants de la planète. Il est très fort, Alvarez, en ce moment. Il a failli connaître un autre désastre sur penalty, par contre, avec cette Panenka assez douteuse. Mais il s'en sort. Et il a donc encore un but. L'Atleti est chaud. Et j'ai vu la meilleure séquence de l'Atleti sur un but qui a été annulé. Ils ont quelque chose d'assez vintage aussi. Ils continuent de sortir le 4-4-2 et continuent d'avoir beaucoup de qualité sur la projection. Llorente, Grisou, troisième homme, Barrios, la projection, Coquet, servi. Ça revient sur Barrios. Grisou qui arrive en trailer, combine avec Giuliano Simeone qui est en pleine surface, lâche une talonnade petit pont pour Grisou. Il reprend le ballon de la main après l'arrêt de Kawa Santos. Donc le but est annulé. Mais là, j'ai vu un Atleti qui est tellement fort en projection et qui a la qualité technique nécessaire. C'est pas juste des brigands. Ils ont la qualité technique pour faire super mal sur leur attaque rapide. Avec tous les changements qu'ils ont fait dans le 11, ils ont pourtant sur le banc Alex Baena qu'ils ont pu faire entrer et Johnny Cardoso et Thiago Almada. On les a pas vus depuis fin août. Ils vont revenir de blessure dans pas longtemps. On parle de quelques équipes qui ont un très gros milieu de terrain. On parlait de l'AC Milan l'autre jour, de Naples. L'Atleti, c'est pas mal aussi. Et ils ont 2 matchs pour prendre des points en Liga là contre Celta et Osasuna avant de jouer Arsenal à l'Emirates. Ça va être très très cool. Mais ils sont en train peut-être de trouver leur rythme de croisière. Et on se souvient, cette défaite inaugurale contre l'Espagnol Barcelone, elle était un petit peu difficile pour eux. Même contre Liverpool à Anfield, ils avaient fait un très bon match. Ils étaient revenus à 2 partout. Ils auraient peut-être mérité de prendre le partage des points. La suite, pour l'Eintracht maintenant, qui fait une saison tellement spéciale, c'est le Bayern samedi, pas mal. C'est Liverpool ensuite au retour de la trêve, et puis c'est Dortmund en Coupe d'Allemagne et Naples. Quelques très très gros matchs pour Francfort qui va continuer d'être hyper divertissant. Et par contre, je crois plus qu'on misera sur eux. Dans un sens ou dans l'autre, les matchs de l'Eintracht, ça peut aller de partout. Enfin, et ailleurs, Tottenham, qui s'en sort au pôle Nord, qui était mené 2-0 dans ce match contre Bodo. Bodo qui a appris de ses erreurs visiblement. Thomas Frank en parlait dans l'interview, la conf d'avant-match. Bien sûr, ils les ont joués en demi-finale d'Europa League et il avait vu une équipe intéressante, même s'ils avaient dominé athlétiquement. Bodo, il adore. D'ailleurs, en écoutant cette interview de Thomas Frank, je pense que ça a orienté mes rêves de cette nuit. J'ai rêvé que je regardais les stats de Bodo Glimt Tottenham à la mi-temps et que Bodo avait 100 tirs. Et j'étais là, 100 tirs en 45 minutes, mais comment ils ont fait ? Ils n'ont pas tout à fait généré 100 tirs en une mi-temps, mais par contre, ils ont raté un penalty, je crois que c'est la 2e fois en 2 matchs que leur 9 rate un penalty, en plus le raté assez catastrophique. Ça les a pas empêchés, grâce à un récital de Jens-Peter Hauge, de marquer 2 buts. Le premier, pied droit, ça c'est un doublé de rêve. Le deuxième, pied gauche, avec une forme de Ronaldo chop à l'entrée de la surface. Incroyable Hauge. 2 partout donc, parce que Tottenham est revenu à la fin, un contre son camp malheureux, mais franchement Bodo a sorti un top match, 18 tirs à 8, peut-être aurait mérité plus. À suivre sur cette campagne de Champions, est-ce qu'ils peuvent prendre une place dans le top 24 ? Mais Tottenham donc s'en sort avec le partage des points, on verra la suite pour eux. Il y avait aussi Chelsea, pour le retour de Mourinho, maintenant sur le banc de Benfica, à Stamford Bridge. Chelsea qui était sur une série assez désastreuse d'une seule victoire sur leurs 5 derniers matchs. Nul contre Brentford, battu par le Bayern, battu par United, battu par Brighton. Beaucoup de cartons rouges, 3 sur les 3 derniers matchs, mais une victoire contre Lincoln City en League Cup. Voilà, c'est pas très très bon pour ce Chelsea de Maresca sur le début de saison. Est-ce qu'ils pouvaient faire mieux ? Ils ont battu Benfica, j'ai pas vu le match, juste le résumé long. Ça avait pas l'air très très glorieux, mais au moins les 3 points pour eux, et 3 points en Champions après avoir perdu contre le Bayern au début. Maintenant, ils vont jouer au Liverpool et en Champions, l'Ajax, Karabag, des possibilités de prendre des points avant la réception du Barça, le 25 novembre.
Enfin, j'ai vu Kairat Real à 18h45 et j'ai vu le résumé de Pafos Bayern. Peut-être c'est là qu'on voit les points faibles de la nouvelle formule, peut-être le seul point faible de cette nouvelle formule, c'est qu'à 36, il y a des matchs qui ressemblent à des matchs un peu de Coupe de France. Passe décisive de Thibaut Courtois pour Kylian Mbappé. Mbappé a été top, et dans le match Pafos Bayern, Kane a été top. Ils ont continué de planter des buts. Kompany d'ailleurs, il avait mis l'artillerie lourde dans cette rencontre parce qu'on a vu pour la première fois Nico Jackson et Harry Kane, les deux titulaires en pointe. Une forme de 4-2-2-2 ou alors Kane en 10. On sait qu'il a les qualités pour l'être. Peut-être une preview de ce que la suite de sa carrière donnera dans quelques saisons. Mais ouais, la différence sur certaines séquences, c'était assez hardcore et normal. Il n'y aura pas beaucoup de ces Kairat Real et Pafos Bayern. Et bien sûr, ça a permis aux deux de prendre des points avec la manière. Et donc ce soir, ce ne sera pas vers Karabakh-Copenhague que mon regard se tournera, mais effectivement, Union-Newcastle à 18h45. Bon, il y a d'autres matchs qui m'intéressent, genre Villarreal-Juve. Je pense que c'est costaud. Dortmund qui fait un bon début de saison contre l'Athletic. Monaco City, bien sûr. Le Bapéico. Enfin, le match qui a révélé Kylian il y a quelques années. Mais évidemment, Barça, PSG, 21h. Le décompte est lancé. 9,39. Ça va être pas mal. J'espère que ce petit récap express de cette première nuit de J2 de Champions vous a plu. J'essaie de couvrir le maximum de matchs sur ce début de saison, qu'on prenne le plus de température de partout, comprendre un petit peu les storylines. Et je pense que cet OM en Europe et cet Atleti, qui est peut-être en train de devenir une des grosses équipes de la saison, et ce Liverpool qui ne nous convainc pas tout à fait, ça fait partie des storylines, là, au 1er octobre. On va vivre encore un très très gros mois ensemble sur la chaîne. Il y a quoi ? Il y a 31 jours en octobre. Visons 25, 26 vidéos. Et la deuxième, elle est déjà ce soir, avec le débrief de Barça-Paris. Donc rendez-vous ce soir les potes, merci d'être là comme d'habitude. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bisous.